Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes les trois. Euh, c'est à ma gauche, et ça, je sais que je ne peux pas présenter comme ça parce que tout le monde n'a pas les images dans le même ordre, je ne suis pas sûr. Donc, Carole Five et avec elle, Marie Nimier. Elles sont dans la même pièce, elles ne sont pas masquées, mais elles m'ont dit avoir toutes les deux eu le Covid et donc ne pas faire courir de risque à l'autre. Hein, ceci pour Il y a le moins d'un détail mois. Moins d'un mois. sanitaire. Et de l'autre côté, Caroline Benz, de chez elle aussi, mais à un autre endroit de France. On fait à distance ce qui aurait dû se faire à Saint-Étienne. Et donc, je vais dire, les toilettes sont séparées, puisque Marie faisait une blague sur les toilettes tout à l'heure. C'est le moment où à Saint-Étienne, on se serait tous croisés en revenant des toilettes, enfin dans ce moment informel où on reprendrait parole après avoir passé déjà du temps ensemble. Parce que pour résumer, nous avons déjà discuté 1 heure avec Carole tout à l'heure, Carole Five, qui est le point central de la journée, puisque c'est une carte blanche que lui offre la médiathèque de Saint-Étienne. Et on est parti de son dernier livre, Térébentine. Donc, on en a parlé un moment, alors je ne peux pas refaire le résumé de l'interview, mais je sais que la piste audio n'a pas fonctionné, donc j'en redis quelques mots quand même. On a parlé ensemble depuis ce roman qui est un récit d'apprentissage et d'initiation de l'art plastique dans une école des beaux-arts au début des années 2000, qui n'est pas un récit autobiographique, mais qui s'inspire de, de trajets qui ont pu avoir du commun avec ceux de Carole elle-même, puisque Carole s'est d'abord formée à l'art plastique avant d'en venir peu à peu à l'écriture. Est-ce que ce livre raconte, puisqu'il prend une forme narrative on l'a dit classique tout à l'heure, pas que évidemment, mais en tout cas chronologique pour raconter l'expérience et les nombreuses déconvenues d'une narratrice et de ses amis peintres, parce que faire de la peinture au début des années 2000 dans un musée des beaux-arts, c'est dans un musée, dans une école des beaux-arts, c'est assez mal vu que la doxa de l'époque est une sorte de, oui, je dis bien doxa, ce qui était avant-gardiste dans les années 60 devient alors une espèce de pensée officielle hein, dans le jeu permanent des avant-gardes et de la pensée centrale ou dominante. Et donc faire de la peinture est mal vu. Et puis, il a été aussi question dans ce dont on a discuté de la narratrice qui est une jeune femme et de certaines de ses amies peintres à ce moment-là, qui remarque qu'il n'y a pas que faire de la peinture qui est mal vu, il y a aussi être une artiste femme qui est plus que mal vue, qui n'est pas vue du tout en fait. Nous avons discuté de ça, de l'invisibilité, de l'invisibilisation, c'est un néologisme un peu moche, mais tout de même, des artistes femmes, puisque un des aspects du livre, et ça on en parlera certainement dans cette heure avec les deux invités de Carole, un des aspects du livre, c'est aussi de traiter une matière documentaire et de trouver un moyen par la fiction de nous restituer aussi les propos des enseignants. Sans que ce soit une thèse, hein, sans que le livre fasse 400 pages, il respecte des règles romanesques. Pour autant, il y a vraiment des propos courts, des propos théoriques qui sont introduits au long de la narration. Et ça aussi, c'est un des aspects intéressants du livre, c'est-à-dire qu'il parle d'art par l'action et par ce qui se passe pour les personnages, mais quand même, il tient aussi un propos sur l'art et sur la question des femmes dans l'art. Pour le résumer à peu près, mais évidemment, on va y revenir. Carole a donc carte blanche et après cette masterclass, il a été proposé par la médiathèque de Saint-Étienne d'inviter deux autrices, peut être deux auteurs, elle a choisi deux autrices et elle a bien raison. Euh, Puisque l'année dernière, Brigitte Giraud avait choisi deux auteurs, mais on avait énormément parlé de genre ensemble avec Arnaud Catherine et ce jeune auteur de Flammarion, remarquable, dont le nom m'échappe à ce moment-là, mais qui était formidable. Et donc, ces deux autrices ont chacune, comme je le disais, fait paraître un roman à la rentrée. Alors, pour Caroline Dance, c'est le troisième. Après, désolé, avec l'effet miroir, je me mélange. C'est le troisième après deux premiers livres aux éditions Philippe Ray. Et Trencadis est une fiction biographique autour de Niki de Saint-Phal, depuis sa première véritable identité, enfin véritable,
quelle est la véritable identité. Ça aussi, on pourra en parler, puisqu'il y a un parti pris chronologique, c'est-à-dire qu'on va quand même à peu près de sa naissance à sa mort, hein, dans ce livre, à la mort de cet artiste qui a marqué la deuxième partie du XXe siècle, et puis sont racontés étape par étape les moments les plus fondamentaux de son travail. Mais le livre choisit une forme très particulière pour le raconter, sans doute en accord et en écho avec son sujet, qui est celle de, je ne sais pas, du miroir brisé en somme. C'est-à-dire qu'on a une sorte de mosaïque de fragments de sa vie, tout en respectant la chronologie et de type d'énonciation qui change sans cesse. C'est-à-dire qu'il y a des propos de témoins, il y a des poèmes plastiques sur la page, il y a par moments, mais pas si souvent que ça, une narration à la troisième personne qui se met dans la tête, dans l'esprit de Niki Saint-Phal, mais c'est, je pense, pas la forme majoritaire. Il y a beaucoup d'interstices de témoins, de récits de scènes de l'extérieur. Voilà, le livre choisit cette forme éclatée et rassemblée pour raconter cette fille-là. Il dit, et je le redis aussi, hein, parce que je sais que ça a été dit plusieurs fois, il affirme être une fiction. Hein, c'est certainement aussi une précaution de la part de son autrice parce qu'après c'est compliqué, quoi. On ne pose que des questions d'authenticité. Pour autant, il est extrêmement documenté. Il nous enseigne aussi sur cet artiste. Donc moi, je ne savais pas tout. J'avais quelques grands moments, mais j'étais loin d'en connaître l'entière biographie. Donc, pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, il rend véritablement hommage, quoi, au sens le plus propre du mot, sans, sans trop de manières, pour autant, parce que les aspects les plus difficiles de la vie et de l'œuvre de Niki de Saint-Phal sont évoqués, mais c'est un livre qui essaie qui épouse aussi son sujet pour raconter cette vie-là. Donc, il est question de femmes, il est question d'art, il est question de formation, il est question aussi de domination masculine dans ce livre, et on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Vous comprenez bien que les liens avec le livre de Carole se font d'évidence. Et puis, le Palais des Orties, qui est, alors, je l'ai noté tout à l'heure, mais voilà, c'est dans mes papiers. C'est peut-être, est-ce que c'est le 15e roman de Marie, Je sais pas. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, sachant qu'il n'y a pas que des romans, il y a aussi, c'est aussi un des points communs, il y a aussi des formes, des formes entre, des formes un peu intermédiaires. Il y a des sortes de recueils de paroles, enfin en tout cas d'inventions depuis la vie des autres. Il y a eu des collaborations avec des chorégraphes pour Marie qui arpentent le plateau d'ailleurs de plein de façons. C'est-à-dire qu'il y a des chorégraphes, il y a aussi tout un travail pour la chanson. Donc ça fait quand même des années que vous êtes... Et la peinture aussi. Oui. J'ai collaboré plusieurs fois avec des artistes, des performeuses formidables, les sœurs Martin, voilà, que vous connaissez, je crois. Qui assiste à la rencontre, je crois, non? Et Patricia et Marie... Marie-France. Marie-France. Hier, elles sont là. Ah ouais, génial. Et aussi plus récemment, donc voilà, j'ai beaucoup de formes, mais en fait, ça part quand même du texte, ça part quand même du roman, et ça part de cette confiance que je peux avoir dans le roman. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment un grand écho entre le travail, enfin, ce qui est mis en cause dans Térébenthine, c'est-à-dire cette vision unique de l'art. Voilà, c'est pour ça, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans ce livre. Hein, c'est plus encore que finalement la dénonciation, le féminisme, etc. Mais cette vision unique de l'art qui est donnée aussi bien par les femmes que par les hommes, puisque le professeur femme est tout aussi épouvantable que... Oui, tout à fait. Voilà. Donc oui, un travail romanesque très fort, mais après, quand le livre sort, de multiples façons de le partager avec le public. Et donc, le palais des Orties, pour situer du coup romanesquement, il y a une famille qui est installée en Normandie, qui pratique la culture de l'ortie. Le point de vue, c'est celui de la femme, Nora. Elle vit avec Simon, ils ont 2 enfants, et vient les rejoindre ce qu'on appelle une woofeuse, qui s'appelle Frédérica. Dès le début, elle est là, en général, ou a priori, elle arrive pour une saison à peu près. Les woofeurs et woofeuses sont des gens qui arpentent le monde pour aller offrir leurs services gracieusement dans des entreprises de cette sorte, notamment agricoles. Il y a un propos écologique aussi derrière tout ça.
et son irruption dans la famille est une révolution à tout point de vue. Évidemment, dans le rapport au travail, à l'ortie, alors ils réfléchissent ensemble selon les différentes pratiques, elle-même, elle apprend. C'est donc aussi un récit d'apprentissage, et ça, c'est aussi quelque chose qui discrètement fait commun avec vos livres, c'est-à-dire que il y a le récit de comment on apprend à faire quelque chose, en fait, Oui, alors, à je dirais fabriquer quelque chose. si je peux me permettre, c'est un apprentissage inversé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui fait l'irruption, la plus jeune, qui va apprendre à toute la famille, et en particulier à la narratrice. C'est-à-dire que la narratrice qui a 20 ans de plus, ou 25 ans de plus, et l'élève finalement de cette jeune femme, de cette liberté, et elle élève son corps et l'élève, etc. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Mais... Et donc, à quel moment on le dit, il y a des relations qui... Ouais, il y a une révolution, c'est-à-dire que je pense que tout le monde bouge dans la famille, et principalement, évidemment, la narratrice principale, qui est troublée par cette jeune femme. Donc, on est avec elle, et c'est son trouble auquel on assiste, et ce qui se passe en premier lieu, mais pour autant, tout autour bouge. Les enfants, ils changent aussi, ils sont aussi d'ailleurs à un âge où ils changent, mais sa présence... Quand on en parlait avec Carole, elle évoquait ce film de Pasolini, dont le nom m'échappe à chaque fois. Théorème. Théorème, où effectivement on ne peut pas ne pas y songer, cette espèce d'envoyé divin qui fait basculer une famille bourgeoise italienne. Là, on n'est pas dans une famille aussi conventionnelle ou aussi rigide, mais pour autant, les rôles sont quand même établis, et quelque chose vacille. Et quand quelque chose vacille, on va s'apercevoir que ce trouble aussi nous en apprend peu à peu sur le passé de chacun. Et que dans ce passé, dans ces passés, il y a du commun avec les traumatismes qui ont pu être ceux de Niki de Saint-Phalle dans sa jeunesse, qui ont pu être ceux de la narratrice du livre de Carole. Et donc j'y reviens, il y a cette question de la domination du masculin sur le féminin, différentes places, hein, celle du travail, celle évidemment du sexe, mais pas seulement. Et donc ce livre-là, il est tout à fait passionnant, et c'est en ce sens-là, par cette remise en cause de l'ordre par la jeunesse, mais aussi par son goût pour l'apprentissage. Je ne sais pas, sur se colter la matière et apprendre, c'est tout au long du livre. Mais toutes les matières, hein, matière amoureuse, comme pour le coup les orties. Oui, voilà, la matière du corps et puis la matière de l'ortie. Voilà. Tout ce qui pique, tout ce qui en a apparence, on dit attention, n'y va pas, elles y vont, les filles. Ouais. Mais il y a un goût de ça, quoi. Tout s'apprend dans ce livre, et on apprend avec elle. Et ce qui est parfois terrible, je ne sais pas comment, du coup, vous nous direz comment vous l'avez ressenti. Et on le traverse avec énormément de bienveillance. Enfin, on est très bien là-dedans, même quand les choses sont dures. Et ça, c'est un paradoxe que je ne parviens pas toujours à m'expliquer, hein. C'est un effet de lecture, donc je ne l'analyserai pas techniquement, mais je sais que voilà, c'est à la fois bouleversant, très troublant, et extrêmement doux. Parce que les gens sont comme ça, les gens enfin, je veux dire, tous les membres de cette famille sont, d'abord, pour une fois, c'est pas une famille qui se fait la guerre. J'ai essayé de montrer une famille qui est obligée de lutter pour y arriver ensemble. C'est des gens qui sont ensemble. Et l'arrivée de cette intruse ne va pas faire exploser la famille du tout. Alors, je vais pas. Mais elle va la révéler, mais elle ne va pas la faire exploser. C'est comme ces orties, petit à petit, on va en faire autre chose que la traditionnelle soupe à l'ortie ou au pesto aux orties, mais on va aller vers des parfums, enfin voilà. Chercher d'autres choses, innover, mais innover parce qu'on est dans une entreprise, mais aussi, surtout, chercher comme on peut chercher en peinture ou en musique. Voilà. Donc, la bienveillance, c'est ça, je pense. Ils sont tous ensemble pour survivre dans cette campagne un peu pourrie, en cultivant cette plante un peu dangereuse, quoi. Et donc, parce que j'ai le regard sur l'heure aussi, je me dis, je ne veux pas être trop bavard, et je voulais commencer par un chemin particulier, qui est de laisser la parole à Carole Five aussi, qui est quand même au centre de cette invitation. Et ma question première passera par la lecture, si Carole le veut bien.
si Carole veut bien nous lire un extrait de chacun des deux livres, aussi différents soient-ils, en commençant peut-être par Tringadis pour revenir à Caroline Dance, et nous dire, déjà par la voix, nous faire entendre en quoi cette invitation a du sens. Bien sûr. Merci Carole. Alors, je vais lire la page 79 à partir... Oui, du coup, excusez-moi Caroline, je vais faire des coupures dans le dialogue pour faire dire à ce dialogue, allez, voilà, prendre les moments qui m'ont paru les plus forts. Donc voilà, donc c'est un moment dans ce livre, bon, j'ai beaucoup aimé la forme comme ça, très... on en parlait pour le livre qui a eu le Goncourt, L'Anomalie, qui utilise aussi différents genres littéraires pour raconter une histoire. Je trouve que c'est aussi ce que fait Caroline ici, et c'était mon Goncourt à moi, voilà, avec le livre de Marie Nimier. C'est un livre qui... J'ai toujours voulu, moi, écrire un livre sur Niki de Saint-Phal, et là, bon, voilà, il est là, et il est sublime. Donc, je vais lire un chapitre où la forme, c'est la forme théâtrale, Marie, avec un dialogue entre une femme A et une femme B. Donc, ça arrive comme ça, complètement de façon impromptue dans le roman. Et en fait, à chaque fois, il y a une forme comme ça qui est nouvelle pour chaque chapitre, mais ça passe très bien. C'est parce que la thématique reste la même. C'est comme si on raccrochait tout de suite, alors que on ne sait même pas qui est cette femme A, qui est cette femme B. Ça n'a apparemment aucun rapport avec Niki de Saint-Phal, et pourtant on est dans le sujet directement, et ça fait sens, et c'est évident, et c'est très fort. Donc voici la femme A. Quoi? Elle s'est barrée en laissant ses deux mômes? Femme B. Oui, il y a 2 semaines. Femme A. J'hallucine. Sans les gosses? Il y avait quelqu'un d'autre? Un mec? Dis-moi qu'elle avait un amant, c'est pas possible autrement. Femme B. Non, le pire, c'est qu'il n'y avait personne. Elle a foutu le camp parce qu'elle en avait marre. Enfin, c'est ce que Hugo nous a dit. Femme A. Mais marre de quoi? Femme B. De tout, de s'occuper des mioches, faire la bouffe, récurer l'appart, les rendez-vous chez le toubib, avec les profs, à la banque, les cours de dessin, de musique, de danse, de tennis, les courses, le pressing, le repassage, enfin, tu sais bien. Femme A. Maintenant que tu le dis, Noémie, ça n'a jamais été une vraie mère. Finalement, on aurait dû le deviner, tous ces petits signes d'indifférence. Tu te souviens qu'elle a toujours refusé d'allaiter? Tu te souviens qu'elle a toujours... Non, pardon. Refusé d'allaiter. Pourtant, c'est pas faute de lui avoir rabâché que c'était mieux pour ses mioches, leur système immunitaire et tout, et de lui déployer sous le nez mon savoir-faire en la matière. Je la soupçonne d'avoir voulu garder ses nichons de jeune fille. Ou pire, de trouver ça répugnant, ce pot à pot mère-enfant. Et puis, ses yeux exaspérés, pardon, aussitôt que Paul se met à couiner dans son transat. Et vas-y que je soupire et que je refourgue le bébé à Hugo Bonnepatte. Elle a toujours été un peu distante, un peu froide avec Lola et Paul, tu ne trouves pas? Le minimum syndical question câlin, alors que c'est si chouette de les bécoter dans le cou, pardon, nos bébés d'amour. Ça sent si bon leur petite sueur et leur odeur de lait mélangé. Moi, je kiffe, et on devrait toutes, naturellement, kiffer, à moins d'être anormal. Voilà, c'est juste un extrait, mais... Moi, j'entends, enfin, ça a dû faire énormément écho, Carole, avec des passages de Tenir jusqu'à l'aube, Complètement. Oui. qui utilisaient des propos de forum très culpabilisants pour les femmes. Réalisateur, c'est 2 amis, mais effectivement, peut-être Caroline en parlera mieux que moi. Mais effectivement, on est complètement là-dedans. Ouais. Ça aurait pu être dans le forum dans les forums de Tenir jusqu'à l'aube, ce genre de conversation. Ouais. Alors, ça va beaucoup plus loin, hein, le texte, là j'en ai lu vraiment le 20e du chapitre, mais c'est bien. Ouais, Caroline, du coup, une question sur ce passage-là, par exemple. Mais effectivement, ça m'a marqué en le lisant de me dire à quel point je trouvais ça juste et osé. Quand on s'attaque à une figure d'artiste, hein, comme je disais, rendre hommage tout à l'heure, de faire ce choix-là, à cet endroit-là, d'inventer du contemporain, parce que leurs voix disent bien que leur manière de parler disent bien que ça se passe maintenant, pour nous dire un aspect de la vie de femme et de la vie sociale de Niki Saint-Phal. Là, par exemple, dans ce passage-là, il y a une invention qui répond à une nécessité qui permet évidemment dans le livre du rythme. Vous vous rappelez de l'écriture de ce passage-là, par exemple.
et de ces choix-là, enfin, comment vous les avez formulés? Comment c'est venu cette idée? Concernant, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui. Concernant en fait ce chapitre-là, ce qui se passe, c'est que je voulais vraiment donner une résonance contemporaine. Je pense que c'est le vœu pieux de tout écrivain, c'est de partir d'un destin singulier pour s'ouvrir à l'universel et puis au général. Et donc, voilà, j'avais vraiment besoin de cette résonance contemporaine. Et comment dire, il y avait aussi en fait la nécessité de rupture de ton aussi, parce que si j'étais restée essentiellement en fait à raconter la vie de Niki de Saint-Phalle avec les montagnes russes de son existence, je pense que voilà, on aurait sombré dans le pathos et peut-être dans l'ennui, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'avais besoin de ces ruptures de ton et ça, en tout cas j'ai beaucoup aimé en fait écrire ce passage-là parce que j'ai ri en l'écrivant et puis enfin ri jaune aussi en fait. Et voilà, c'était important pour moi, ces ruptures de ton étaient importantes. Et puis, de manière plus générale, en fait, au niveau de la forme, ce qui se passe, c'est que de Niki de Saint-Phalle, en fait, je connaissais très peu de choses au départ. Je ne connaissais que ces nanas que j'utilisais comme en fait, support pour les activités graphiques de mes élèves, puisque j'étais enseignante en maternelle dans une autre vie. Et quand j'ai fait plus amplement connaissance avec Niki de Saint-Phalle et j'ai pris la décision d'écrire sur elle, il m'a semblé très important en fait, de commencer par d'ouvrir en fait le roman sur cette conversation d'enfant dans une salle de classe parce que ça constitue mon élan préliminaire en fait vers mon personnage et voilà, c'est une trace mémorielle, voilà, c'est moi, le début de mon travail, le début de notre relation. Sachant pertinemment que c'était déceptif, là, Carole vient de lire donc un passage effectivement qui sort entièrement de la vie de Niki de Saint-Phalle, mais qui joue quand même son rôle de maillon narratif. Et pour ce dialogue-là, le dialogue dans cette salle de classe, c'est pareil, puisque ça n'est pas anecdotique. Il y a toutes les thématiques en fait qui sont déjà amenées en fait par ce dialogue, à savoir l'enfance malmenée, le combat lumière-obscurité, la place des femmes, etc. Et puis, pour continuer en fait sur la forme de Trencaddis, la forme très fragmentée, morcelée, donc elle a été induite dès le départ puisque je voulais absolument donc intégrer ce passage-là en ouverture. Et puis après, il y a tout un faisceau d'intentions qui sont venues en fait. Par exemple, donc Trencaddis, c'est une mosaïque, c'est une technique de mosaïque qui est utilisée notamment par Gaudi, qu'admirait beaucoup Niki de Saint-Phalle. Et cette technique de mosaïque, en fait, Niki de Saint-Phalle l'a utilisée pour le jardin des tarots. Le jardin des tarots, donc c'est une espèce de réponse démentielle au parc Güell de Gaudi. Mais si on réfléchit bien, moi j'ai l'impression que cette mosaïque, elle se retrouve dans toute son œuvre. Si on réfléchit par exemple au corps patchwork des nanas, ou alors encore les assemblages, vous savez, c'est les agglomérats en fait, d'objets hétéroclites qu'elle a fait en premier lieu. Et ça m'a frappé en fait cette espèce d'entremêlement d'objets comme ça qui suit en fait tout son parcours artistique. Et je me suis interrogée et j'en ai déduit, mais c'est peut-être une vision très personnelle, que son art traduisait en fait son propre éparpillement, l'éparpillement de son être, et puis toute cette volonté de reconstruction qui la suit. Et donc voilà, cette forme morcelée du texte, c'est aussi une façon de traduire le corps de Niki. Ensuite, c'était aussi des problèmes de narration. Je ne voulais pas d'un récit linéaire. Casser la chronologie, je l'avais déjà fait, je ne voulais plus le faire. Donc, j'ai réfléchi donc, à la manière dont je pouvais procéder. Et puis, j'avais envie aussi de faire miroiter en fait, les facettes du personnage et donc d'utiliser pour ça en fait, la multiplicité des voies narratives. C'était important pour moi. Et je trouve que c'est un signe... Enfin, un témoignage d'humilité aussi quand on commence à parler d'un personnage quel qu'il soit, mais encore plus historique. Je pense qu'il faut accepter de n'avoir qu'une vision parcellaire en fait du personnage. Et ça, c'est aussi un témoignage en fait de cela. Et puis, c'est long, hein, il y avait beaucoup d'intentions au départ. Il y avait aussi la volonté, une sorte de contamination aussi de l'œuvre de Niki de Saint-Phalle qui, en fait, toutes ces statues pouvaient se toucher, contrairement en fait, aux statues qu'on peut trouver dans les musées. Elles pouvaient se toucher, elles pouvaient se caresser, elles pouvaient se traverser, elles pouvaient s'habiter. C'est une œuvre qui est éminemment participative, collective.
Et j'avais envie de ça aussi, en fait, en littérature, c'est-à-dire que, voilà, je propose des fragments de texte, certains sont déceptifs, certains sont déroutants, mais pourquoi? Parce que je voudrais que le lecteur rentre dans le texte et fasse, en fait, les jointures entre les différents éclats que je lui propose. Et ça, c'était important pour moi aussi, de voir, en fait, le ludique de la littérature et, voilà, le texte comme une aire de jeu aussi, à la manière de Niki de Saint-Phal. Voilà. Pour moi, c'est une construction très théâtrale, hein, en fait, qui va Mhm. donner tout de suite envie, en tout cas, de l'entendre au théâtre. Ah oui, d'accord, j'y penserais. Ou en lecture, Ouais. enfin, Ouais. avec des voix qui viennent d'endroits différents. Oui. Enfin, Mhm. je sais pas. Oui, c'est ça, des sons Ouais. différents, en fait. Oui. Des sons de voix différents. Ce serait intéressant. Ou à la radio, d'ailleurs. Oui, 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 peut-être, oui, oui, c'est une bonne idée. Et ce qui était important aussi, c'était de jouer en fait aussi avec la plasticité du texte, puisque c'était rendre hommage à une plasticienne. Donc l'important, c'était aussi de faire relief. Comment est-ce que je pouvais traduire en fait une œuvre qui était monumentale avec l'étroitesse de la page? Comment est-ce que je pouvais rendre comment dire, la couleur avec le noir et blanc? Donc c'était très important aussi pour moi. C'est pour ça que en fait, j'ai beaucoup joué sur la typographie, sur les poèmes, les calligrammes. J'étais en train de feuilleter pour chercher des exemples, c'est à ce moment-là qu'on le fait, c'est à Ah, ce moment-là qu'on le rate, mais ça j'ai reviendra essayé. Ah, au moment utile. Je n'oublie pas mon rôle de passeur de parole. ah, Merci Caroline. merci. Carole, la plasticité, je vais chercher des exemples en essayant de les montrer assez près pendant ce temps-là. Ben, on fait de même. Hop, et C'est on pas fait le des même. doubles calligrammes du coup. Voilà, c'est effectivement, ce sont des choix qui peuvent paraître audacieux dans un roman et qui pour autant, comme je le disais, fait son travail de roman, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout qu'il ait rebuté le public. Enfin, il a assez bien fonctionné, on en a pas mal parlé. Je pense que les gens qui veulent connaître des choses sur la vie de Niki de Saint-Phal, ils trouvent leur compte aussi. Et ça, c'est assez fort sur, enfin, Carole nous le dira, mais sur l'habileté par rapport au lecteur ou à la lectrice, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas outre mesure perturbé par des formes pourtant effectivement kaléidoscopiques. Donc, c'est remarquable à cet endroit-là aussi. On continue sur l'invitation de Carole à Marie Nimier ce coup-ci. Est-ce que Carole voulait bien nous lire un extrait du Palais des Orties, pardon? Avec joie. Là, j'ai pris, c'est un roman dont tout le monde a parlé comme étant un roman très sensuel. Donc, j'ai pas voulu remettre l'extrait qu'avait lu Marie sur le site de la médiathèque, hein, qui est aussi un extrait très intéressant et qui parle vraiment de ce côté effectivement pasolinien du roman où on voit la jeune fille, comme dit la narratrice dans le roman, changer la donne dans cette famille, l'arrivée de cette jeune fille. Et là, je suis partie sur un moment, voilà, plus sensuel. Voilà. Alors, c'est page 148, hein, à peu près la moitié du roman. Elle prononce mon nom et soudain se cabre. Je veux l'embrasser encore sur la bouche, mais elle me repousse et m'entraîne à ses côtés. Nous sommes serrés, serrés. Je ne la laisse pas me donner du plaisir, juste glisser sa jambe entre mes jambes sans bouger. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, pas le courage en vérité de lui montrer mon sexe, ses lèvres recousues à la va-vite pendant les accouchements. Elle semble un peu déçue, mais n'insiste pas. Je n'ai pas besoin de me justifier. Aucune question n'est posée. Elle m'accepte comme je suis, et c'est si naturel. Finalement, si respectueux, que j'ai envie de la remercier. La remercier de quoi? De m'écouter? De ne pas s'apesantir? Tu es belle, murmure-t-elle. Tu ressembles à un tableau. Un tableau de qui? Fred hausse les épaules. Tu ne dois pas connaître. Françoise Petrovitch, j'ai une carte postale. Je te la montrerai. Le modèle a un grain de beauté sur le menton, comme le tien, et une corde à sauter dans les mains. Sauf que toi, tu n'as pas de corde à sauter, ou alors tu la portes à l'intérieur. Frédérica me caresse les cheveux. Le silence s'empare de nous et c'est comme si je revenais dans mon corps quand d'une voix douce elle prononce mon nom. Nora? Oui. Est-ce que tu regardes Simon avec ce même air grave quand... Pardon. Est-ce que tu regardes Simon avec ce même air grave quand vous faites l'amour? Pourquoi me parle-t-elle de Simon? Je me relève un brin en travers de mon buste pour tenir ma poitrine. Anaïs doit se demander pourquoi je mets tout ce temps à nettoyer la caravane. Elle m'attend, elle va bientôt repartir. Pour répondre à la question de Fred, non, je ne regarde pas Simon avec gravité quand nous faisons l'amour. Avec lui, je ferme toujours les yeux.
C'est la première scène d'amour entre les deux femmes, c'est ça? Oui, Dans la enfin, caravane. oui, enfin, c'est une scène où elle s'approche, quoi. Oui, Oui, c'est ça. ouais. Peut-être pas la première scène Il y a d'amour, un baiser avant. parce que finalement, dès l'arrivée, dès le premier pas de cette jeune fille dans le palais des orties, il y a quelque chose de cet ordre-là qui naît pour tous les personnages et qui va peut-être se vivre avec tous les personnages, qui va là, tout d'un coup, faire avancer un peu avec la narratrice. Voilà, pour pas dévoiler. Alors, oui, Bon, mais je vais quand même... je poserai bien la question de ce cheminement-là après, mais d'abord, je voudrais demander à Carole, Marie, je vous interromps. Non, parce que de ce qui résonnait et de ce qui me semble apparaître aussi en écho avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais on y revient hein, sur l'histoire du trouble, je la note et j'oublie pas. On a entendu parler là de Françoise Petrovitch, on a entendu parler de peinture également, et puis du fait que quand elle fait l'amour, elle la voit, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du regard aussi. Enfin, et c'est à cet endroit-là déjà que pleinement, littéralement, ça fait référence. Et Françoise Petrovitch, c'est pas inintéressant, parce que moi j'avais noté ici aussi dans mes relectures en me disant c'est intéressant parce que c'est une peintre, elle a traversé ces années-là, 2000-2010, avec une reconnaissance et je pense honorable, même si je n'ai pas forcément les critères pour en juger, mais je pense que voilà, elle est assez reconnue, elle pourrait certainement l'être plus, peut-être que Carole nous le dira. Moi, j'ai souvenir qu'elle a travaillé également avec pas mal de romanciers, de romancières de votre génération aussi, dont certains que je connais. Alors, ça m'a marqué de la voir là, et puis aussi tout simplement parce que c'est une figurative à la fois du quotidien et de l'étrange. Alors, j'ai ouais. bossé un peu trop tôt parce que je voulais parler de ça. D'accord. Donc, vas-y, Marie. J'y vais juste parce que c'est assez intéressant comme débat. Parce qu'au départ, dans le manuscrit, j'avais mis le nom d'un peintre homme mort. Comme tout le monde, je dirais. Comme tous les hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous-mêmes, femmes, écrivaines, etc., on est dans ce mouvement-là où nos références à nous sont des références anciennes et des références masculines. Et qu'il faut juste se donner un petit coup, faut se bouger un peu la tête. Et la personne qui m'a permis de me bouger la tête, c'était Patrick Pletin, qui est donc un peintre avec qui je travaille, avec qui je fais des lectures, et qui m'a dit non mais là c'est pas possible. Alors, je ne dirais pas le nom du peintre que j'avais mis parce que c'est la honte sûrement, mais c'est vraiment la référence du portrait. Enfin, dès qu'on dit ce nom-là, on peut voir. C'est-à-dire que tout le monde, ce que je me disais, je vais mettre un peintre que tout le monde peut imaginer, mais tout le monde peut imaginer la personne à partir d'un portrait très connu. Voilà. Mais en fait, c'est tellement plus intéressant d'aller mettre le nom de quelqu'un que tout le monde ne va pas connaître, même si elle est très connue et très exposée, mais que tout le monde ne va pas connaître. Et maintenant, avec les outils modernes, va pouvoir aller découvrir. Et c'est pour ça que la liste, dans le livre Térébenthine, la liste des auteurs, des peintres, des peintreux, je ne sais pas comment on dit, des plasticiennes, c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon ordi et j'ai tapé j'ai regardé, c'est passionnant, quoi. Donc, en fait, pour dire intéressant de nous-mêmes d'arrêter d'avoir toujours les mêmes références en se disant ben voilà, on est peut-être plus proche, ça va faire plus image si on dit Matisse ou Picasso ou je ne sais qui, ou Renoir et de prendre des plasticiennes, et parler des plasticiennes, des écrivaines en référence. Voilà, de s'appuyer sur non seulement des femmes, mais des femmes vivantes de préférence. Hein, avant qu'elle soit morte, inconnue. Voilà. Donc ça, ce bouquin, Térébenthine, pour moi, c'est bien pour ça aussi. C'est très généreux, quoi. Ça te donne envie d'aller voir le travail de toutes ces femmes que vous citez, que tu cites. Et donc, Carole, du coup, hein, on est tous très bavards, c'est bien. On a oublié de vous demander à vous, à propos de ça, parce que j'ai tout de suite eu des considérations, et en plus, j'en ai d'autres que je n'oublie pas, Marie, je n'oublie pas. On va en parler du cheminement des troubles. J'y tiens dans la famille. Mais Carole, plus précisément, peut-être qu'on n'a pas tout abordé, c'est d'abord un choix personnel et donc singulier. Dans ce passage que vous nous avez lu, qu'est-ce qui outre ce qu'on a dit, vous a retenu particulièrement, puisque c'est un choix? Oui, et c'est ce que j'ai trouvé aussi assez nouveau dans
dans ce roman, c'est la façon dont la narratrice, qui elle déjà est plus âgée que cette jeune moufeuse qui arrive dans la famille, va lui permettre de redécouvrir son corps et une autre sexualité et l'ouvrir finalement à son propre plaisir, à quelque chose d'assez nouveau aussi, les femmes qui deviennent aussi sujettes de leur plaisir en fait, auteurs de leur propre désir et c'est intéressant parce que là on voit vraiment ce passage qui se fait de ça, elle s'appelle comment de Fred à Nora, qui va vraiment lui donner accès à son propre corps en fait, à son propre plaisir. D'ailleurs, dans le passage que je disais, on voit qu'elle ouvre les yeux quand elle fait l'amour, ce qu'elle ne faisait pas avec son compagnon. Donc il y a aussi ce passage, on en parlait dans la première partie tout à l'heure, des femmes objets d'art, enfin objets dans les tableaux et dans les sculptures classiques et même modernes d'art, à la position de sujet pour la femme qui deviennent sculptrices, autrices, peintres et qui du coup parlent de leur corps autrement. Et là, je trouve que dans ce roman, dans le roman de Marie, on voit aussi la femme qui se transforme dans l'espace de quelques semaines par l'arrivée de cette jeune femme. Voilà, son corps change physiquement aussi. Enfin, il y a beaucoup de manifestations. C'est aussi voilà, cette époque de transition entre, on parle de MeToo, etc., mais j'ai l'impression qu'on vit vraiment ça et c'est très intéressant ces changements à observer, cette transition chez les femmes notamment. Il est remarquable aussi, pour en revenir à la façon dont le trouble chemine dans la famille, on parlait de l'évidence et de l'invisible. Hein. Marie disait, ben voilà, j'ai d'abord choisi un peintre homme parce que, ben voilà, parce que c'est par évidence, en oubliant tout simplement d'interroger cette domination tellement présente qu'elle est invisible. Et dans la narration... on reprend les choses qui viennent de l'enfance. Hein. Dans les références, c'est des choses aussi qu'on a pu voir dans l'enfance. Donc c'est un peu bêta quoi, quand on... Non, mais c'est ce qu'on connaît tout simplement. C'est ce qu'on connaît et ce qu'on pense que tout le monde connaît. Donc ça va faire référence. Mais c'est ce qui semble évident. Et à la lecture du roman, et je pense que c'est la narratrice qui nous amène là-dedans, son trouble, il est d'abord orienté sur de la jalousie. C'est-à-dire, dans un premier temps, elle ne reconnaît pas elle-même ce trouble, qui est un trouble que ça lui fait psychologiquement, corporellement, voilà, un trouble amoureux, enfin un émoi. Elle ne peut se focaliser que sur cette jeune femme va me prendre mon homme, en gros. Hein. Elle ne le formule pas comme ça. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que ça recoupe narrativement la même chose, c'est-à-dire faire enfin apparaître ce qui n'a même pas droit de citer finalement. C'est-à-dire que d'abord, elle va d'abord voir les choses sous cet angle-là. S'il y a une jeune femme qui arrive dans cette famille et qui est un objet de désir, c'est nécessairement auprès de l'homme plus vieux que quelque chose doit se passer. Ou le petit garçon. Voilà. Ou le jeune adolescent. C'est pas le petit garçon, il est jeune. Pas du côté du masculin, c'est-à-dire que c'est... Et ça se manifeste par un échange entre elles. Voilà, elle dit à un moment, mais si j'étais troublée amoureusement par quelqu'un, ce ne serait pas lui. Et d'une manière assez presque sous l'angle de la boutade, mais qui signale à quel point c'est du dominant invisible, en fait. Ce sont ce qu'on appellerait des habitudes, des modes de comportement tellement intégrés que ce qui lui arrive, elle ne le comprend pas intellectuellement alors qu'elle l'a déjà compris corporellement. Enfin, son corps, en tout cas, c'est déjà... C'est une très bonne analyse et c'est très bien de le relier à cet exemple simple de la peinture ou des références. Voilà. On est avec nos émotions comme on est avec nos références finalement. C'est vrai. Et il faut qu'il y ait des Fred qui débarquent de temps à autre pour vous mettre un bon coup de pied dans le fumier et faire exploser tout ça. Dans le fumier. C'est vrai qu'on est dans les orties. Il y a une question qui est commune, alors, elle est d'un ordre différent, mais je la trouve vraiment intéressante sur la fabrique du romanesque aussi, et qui est commune aux trois livres. Encore une fois, tous les trois très différents. C'est que les trois, Trencadis, Térébenthine et le Palais des Orties, nous documentent quelque chose. Ils se sont donc documentés. C'est-à-dire, dans le cas de Carole, elle nous l'a dit, elle a fait des études d'art, elle resitue, mais tout de même, il a certainement fallu aller retrouver du discours. Hein, je passe notamment à l'article d'introduction sur le retour de la peinture, retrouver du discours tel qu'il se pratique sur l'art pour en irriguer le livre, à la fois le documenter et documenter un lecteur ou une lectrice. Et c'est le cas de vos trois livres, évidemment, la fiction biographique
Trencadis autour de Niki de Saint-Phal. Là, la documentation, elle est forcément immense, elle est là, elle est retraitée de plein de façons. Il y a dans les hommages à la fin, c'est précisé, enfin, des remerciements sont là pour la masse documentaire que ça constitue. Donc, il a fallu traiter pour ensuite nous documenter nous, hein, c'est-à-dire par le biais de la fiction. Mais chez Marie, c'est également le cas sur les techniques, en fait, les techniques agricoles. Et l'ortie qui est invasive, sa manière d'habiter un paysage, tout ça, c'était peut-être pas, peut-être des a priori, des intérêts préalables, mais il y a nécessairement une étape de documentation et ensuite la restitution dans le roman. Donc c'est cette question-là que j'aimerais vous poser à toutes les trois, en fait, qui est une question de comment, hein, comment vous avez fait. Évidemment, ça implique des pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça, mais comment vous avez procédé pour aller vous documenter et ensuite l'introduire dans la matière narrative. Et c'est vraiment une question de table de travail, c'est-à-dire dans quel ordre chez chacune ça se fait, comment ça procède, c'est du temps long, c'est des temps successifs ou pas. Qui veut commencer sur cette longue question? Caroline. Ouais, donc voilà, Niki de Saint-Phal, il y a des livres, il y a une masse documentaire, il y a plein de choses déjà existantes, certainement pas assez, mais il y en a nécessairement. Donc il a fallu aller chercher. Donc ça, c'est une première étape du travail. Et ensuite, il a cherché et le traiter, si j'ose dire, pour en faire le Trencadis dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Souvent, en fait, mon texte, on le désigne sous le nom de biographie, mais je le récuse totalement. En fait, c'est pas une biographie, parce que des biographies, il y en a de nombreuses qui ont été écrites sur Niki de Saint-Phal. Et voilà, je vais pas refaire ce qui a été déjà fait. Donc, effectivement, je me suis documentée, mais je n'ai pas la prétention, en fait, à l'exhaustivité et puis à l'objectivité aussi du biographe. Donc, en fait, puis je suis une petite écrivaine de province, donc j'ai pas accès aux documents confidentiels, j'ai pas accès aux lettres inédites. Donc, je me suis débrouillée avec ce que j'avais, avec ce que je pouvais trouver et ce que tout le monde peut trouver finalement. C'est-à-dire que je suis allée lire des récits biographiques, je suis allée lire ses propres écrits autobiographiques, j'ai écouté des archives radio, j'ai regardé des images, j'ai consulté des catalogues d'expositions, des reproductions. Voilà, donc ça, effectivement, ça a constitué ma matière. Alors, comment dire, c'est pas quelque chose que j'ai fait avant. J'ai pas passé 2 ans à collecter tout ça en me disant, bah voilà, et puis en prenant des notes, c'est pas du tout comme ça. Bon, forcément, j'ai lu un petit peu avant, mais j'ai commencé à écrire très vite. Et j'ai lu, en fait, au fur et à mesure et relu parce que j'avais l'impression, vous savez, d'avancer en fait dans les cercles concentriques de l'intimité petit à petit. Il y avait des questions qui surgissaient, j'avais besoin de réponses. Enfin, il y avait cette envie-là, ce désir-là, comme quand on commence, je sais pas, une histoire d'amour ou d'amitié. Et voilà, donc ça, c'est la collection de la documentation m'a accompagnée pendant l'écriture. Alors, ce qui était très important, c'est quand même de conserver, en fait, j'ai quand même croisé les informations pour la fiabilité, puisque je voulais absolument quand même me reposer sur une trame chronologique qui soit vraiment solide pour charpenter le livre, qui est déjà assez déroutant comme ça. Et puis, comment dire, après, ce qui m'intéressait aussi, c'était de piocher à droite à gauche des anecdotes, des phrases qui pouvaient en fait constituer le noyau de certaines scènes, puisque donc, je le répète, c'est pas une biographie, c'est un roman. Et donc, étirer en fait tous les possibles à partir de ces anecdotes, toutes ces phrases. Alors, à titre d'exemple, je peux citer cette phrase en fait qui lui a été assénée un jour, comme quoi elle n'était qu'une écrivaine qui faisait une femme d'écrivain qui faisait de la peinture. Et elle a, comment dire, elle a fait elle l'avoue elle-même avoir fait de cette phrase-là qui lui était assénée par une autre écrivaine. C'est vraiment le point de départ de sa détermination à devenir quelqu'un d'autre et puis à la désertion du foyer conjugal, du domicile conjugal. Et donc, à partir de cette phrase-là, j'ai envie d'imaginer cette scène en fait du quotidien quand c'est voilà, une jeune mère qui est confrontée en fait à toutes les tâches ingrates auxquelles on peut être confronté à ce moment-là. Et puis aussi cette frustration de jeune artiste en fait qui est tout le temps empêchée parce que bah, voilà, il faut changer des couches, il faut faire ceci, il faut faire à manger. Et pour préparer en fait cette espèce d'élan vers le dehors qui peut paraître impulsif, mais qui ne l'était pas. Je pense qu'il y avait une espèce de lassitude, de frustration intense qui s'était installée à ce moment-là. De la même façon, par exemple, il y a eu ce moment-là où
c'est ce moment de cristallisation amoureuse entre Jean et Niki avec la clope qui était écrasée dans la motte de beurre. Et ça, c'est un vrai épisode aussi. Mais voilà, qu'elle a cité elle-même quand elle a fait son discours d'ouverture pour le musée d'Ingeli, en fait, à Bâle. Et je me suis saisie, en fait, de cette image-là pour imaginer, en fait, toute cette scène. Alors, j'ai triché parce que normalement, il n'était que deux dans un resto, quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais vraiment besoin, en fait, du monde autour, de cette espèce de brouhaha, pour vraiment dessiner, en fait, la bulle qui se formait entre les deux. Et puis voilà, la bulle qui se resserre petit à petit jusqu'à être complètement éclatée par une phrase très prosaïque à la fin. Voilà, parce qu'il a mis sa clope dans le beurre, il l'a écrasé, il n'allait pas le faire. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de documents, mais c'est des prétextes, en fait, voilà, des espèces de rêveries autour de scènes qui n'ont pas existé finalement, qui auraient pu. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est cette idée de, enfin, c'est partir du désir et ensuite aller chercher la matière, les renseignements et ensuite vérifier. Ça a été ça la démarche. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, pour vous, merci Caroline, sur cette question-là de la matière et du désir. On en a parlé tout à l'heure avec Carole en entretien particulier. Donc, mais tout de même, le retour à la documentation sur l'art, peut-être que c'est quand même quelque chose que vous avez un peu laissé tomber, Carole, depuis que vous avez arrêté l'enseignement. Je ne sais pas. Mais toutes les deux, Carole et Marie, dans quel ordre ça a procédé? Le désir, le sujet et puis la documentation et le traitement de cette documentation. Juste pour parler enfin, pour terminer sur Caroline, pas pour terminer Caroline, mais pour parler Pour continuer. Oui, pour continuer à parler de. Je trouve qu'effectivement, la vie de Niki de Saint-Phalle est un roman, tout le monde le dit. Et je pense que c'est très fin d'avoir procédé de cette façon parce que sinon, c'était vraiment retomber dans. Voilà, c'est très compliqué. La matière est tellement énorme pour la vie de Niki de Saint-Phalle que c'est vraiment vachement bien d'avoir pris comme ça, d'avoir réinventé et romancé. Effectivement, c'est absolument pas une biographie. En même temps, c'est au plus près du personnage, donc c'est tout à fait juste. Alors, pour la question de la documentation dans mon roman, alors moi, j'en parlais tout à l'heure à Marie, j'ai fait des études d'art plastique et j'ai fait une maîtrise d'art plastique sur les femmes et l'art contemporain. Donc, effectivement, je pense que le roman était nourri de toutes ces recherches que j'ai faites aussi à une époque et encore très récemment. Puis je m'intéresse beaucoup effectivement aux arts plastiques, aux expositions et forcément ces étudiantes qui reprennent la main dans leur cours d'histoire de l'art pour parler des femmes artistes qu'elles connaissent et qu'elles aiment, comme Agnès Martin, qui est la moins connue des expressionnistes abstraits et qui pourtant est figure majeure, voilà, par rapport à Pollock, par rapport à Adrenard, tout ça. Enfin, la façon dont le roman ça se met en place, pour moi, c'était évident parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est cette documentation que je me suis faite parce qu'elle n'était pas évidente, parce que comme je le dis aussi dans le roman et comme le disait Marie, on a d'abord des réflexes Pollock, Picasso, Miro, Matisse, tous, on a tous ces réflexes. Et il a fallu aller chercher cette documentation, se la construire, mais je l'avais fait pendant mes études, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Donc pour moi, c'est une culture que je me suis faite, une culture féministe dont j'ai insufflé le roman. Et pour moi, alors je veux dire, c'est plus banal, c'est-à-dire que presque tous mes romans sont largement documentés sur une chose ou sur une autre. Mais donc, parce que j'ai besoin de ça, que c'est un rythme qui me va, c'est-à-dire je décide, je me dis, tiens, voilà, ça y est, j'ai envie d'écrire un roman sur telle chose. Alors là, à la toute base, il n'y avait pas les orties, à la toute base, j'avais envie d'écrire un roman d'amour qui soit un roman enflammé, quelque chose de très fort, vraiment le roman d'amour avec toute sa beauté, toute sa sensualité, mais en même temps sans utiliser les ficelles habituelles, c'est-à-dire justement la jalousie, enfin sans développer ces ficelles habituelles, qu'on soit un petit peu dans le monde, ce qu'on appelle maintenant, mais ça n'existait pas encore avant, quand j'ai écrit ce livre, ce qu'on appelle le monde d'après. C'est-à-dire là, on est dans l'après, on est dans une petite exploitation avec des gens qui se débrouillent pour essayer de gagner leur vie. En mode survivaliste. En mode survie, c'est pas les écolos qui partent de la ville, etc. Non, c'est vraiment la survie et la bienveillance aussi, et le travail. Et donc, moi, cette période, pour revenir à la documentation, cette période pour moi, elle est utile parce que c'est un moment où je lis des choses, où je vais chercher des documents, etc. C'est le moment où les personnages se construisent,
où je sais je commence à savoir de quoi je vais parler, ce qui va se passer, etc. Et je prends plein de notes, je prends beaucoup de notes et je relis les notes et je les classe et que je les découpe. Ça est très manuel. C'est vraiment, j'en ai plein partout. Il y a du scotch, il y a de la colle. Enfin, c'est de la matière, quoi. De la matière et du collage. Et ça, c'est avant, voilà, le début de la première phrase. Et il me faut, le plus souvent, 1 mois, 2 mois, parfois un petit peu plus, comme ça, d'empilement de papier, quoi. Et je pense que c'est. Avant, je faisais ça à la bibliothèque. Parce que ça, c'est quand même génial quand on habite dans des villes, c'est qu'on a des lieux chauffés où on peut aller travailler, c'est quand même génial. Mais depuis que j'habite à la campagne, ça fait 20 ans que j'habite à la campagne, il n'y a pas, c'est moins facile. Et donc, je suis plus chez moi et plus avec Internet, avec des livres, etc. Et pour les orties, oui, tu parles de ce livre. la chose la plus simple aurait été d'aller dans une ferme qui cultive des orties. Il y en a plusieurs, même en France, même pas loin de chez moi. Mais alors, j'ai un problème, moi, avec la réalité. C'est que j'ai l'impression que la réalité, c'est comme pour Niki, il ne faut pas aller voir de trop près. C'est-à-dire que je préfère la rêver un peu, ma ferme. Alors, j'ai cette habitude de 20 ans de vie dans une vieille maison qui fuit sans argent, etc., à la campagne, quoi. Donc ça, je n'ai pas eu à l'inventer et à élever des enfants dans des circonstances parfois très, très difficiles. Donc, enfin, très difficiles, il ne faut pas exagérer, hein, mais ouais, pas commode financièrement. Donc ça, cette pratique, je l'ai. J'ai pas eu à aller faire de la recherche là-dessus. Mais en revanche, je suis allée de façon très pointue dans l'ortie, comment elle pique, comment elle ne pique plus, comment elle se cuisine, comment elle se récolte, comment elle se plante, comment elle se fauche, voilà. Mais je suis pas allée voir sur le terrain. Je ne veux pas voir sur le terrain d'une certaine façon. C'est comme mes personnages, je ne les vois pas, je ne veux pas les voir, je ne pourrais pas les dessiner. Je pense que le lecteur peut les dessiner, peut les voir, il peut les imaginer, je donne à imaginer, mais moi, je ne les vois pas. C'est l'interdit. C'est vrai, ça m'intéresse bien de discuter, parce que c'est comme si c'était quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est très lié à l'enfance et au rapport au père ou au rapport aux hommes d'ailleurs. Il y a une espèce d'interdit donc qui s'est révélé dans l'extrait que tu as choisi comme par hasard du regard. Oui. Voilà, bon, là, on rentre dans des choses un peu psy. Oui, je sais pas, non, mais en même temps c'est intéressant parce que le rapport avec la peinture justement qui me. Voilà, oui, tout à fait. Et Marie, vous parliez il y a eu un aspect plastique dans votre explication par rapport à la documentation. Il y a de la colle, il y a des ciseaux, etc. Ouais. Et ça, j'ai envie de me saisir de ça pour un autre point commun que j'ai vu cheminer discrètement aussi. Ça pourrait être a priori la question de la documentation, du moins ça en découle, mais il y a quelque chose qui est au cœur de vos livres, c'est la question de travailler la matière artistiquement, plastiquement. Dans le cas de Niki de Saint-Phal, de multiples façons, mais il nous est dit, on rentre avec elle dans sa fabrique, à quoi ça ressemble, c'est quoi faire en fait. Comment on fait. Le comment on fait, il est au cœur du livre de Carole aussi, c'est-à-dire comment on fait en dépit justement d'une parole qui nous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et il y a ça aussi dans toutes ces discussions contradictoires, ces projets plus ou moins utopistes qu'ils ont avec l'ortie. Alors on pourrait faire comme ça, et la résolution dans l'intrigue à chaque fois, mais aussi, et là pour le coup plastiquement, hein, parce que ça produit du texte, et ce texte, il peut être paradoxalement beau pour le coup, de nous raconter comment on fait, quoi, comment on fait du parfum avec des orties, comment on fait... et vraiment, ça m'a marqué après coup. C'est-à-dire passionné ce truc du travail, de dire le travail du jour après jour. Mais je ne comprenais pas parce que j'écrivais, le matin je me mettais à ma table, finalement c'était, bon, je cultivais avec les mots, c'était un peu la même chose, hein, c'est comme le travail des mots. Mais j'en étais arrivée à la page 100, il n'y avait encore rien qui s'était passé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai écrit? Et quand j'ai apporté le livre chez l'éditeur, je lui ai fait lire les premières fois, ça faisait 300 pages, 350 pages, je trouvais ça un peu gros par rapport à ce que je voulais faire, je voulais les resserrer. Et je lui ai dit, bon, mais les 100 premières pages, il ne se passe rien. Et l'éditeur, mon éditeur Thomas Simonet m'a dit, mais non, mais c'est là, en fait, quand il commence à se passer quelque chose, moi je me suis un peu éloignée, mais c'est exactement à cet endroit-là qu'on est passionné. Et enfin, moi finalement, je suis assez contente que quelqu'un me le dise, parce que je pense qu'un éditeur qui m'aurait dit oui, il faut aller plus vite à l'histoire d'amour, il faut aller plus vite à la résolution romanesque,
Mais moi, ça m'a passionné d'écrire ça et j'étais complètement accrochée au travail finalement. Le matin, on se réveille tôt, on va faire ceci, on va faire ça, il faut faire le marché, il faut charger le camion, il faut toutes les petites choses, il faut couper la tête, il faut aller voir s'il y a Enfin bon, je pourrais en parler pendant 1 heure. Des petites choses et des choses physiques aussi que chaque jour on doit faire dans une maison et dans une exploitation agricole. Et vous voyez, j'y vois du commun, c'est-à-dire que Nikita Safal est une figure mythique, mythologique comme les grands artistes, et ça peut s'aborder sous ce biais-là. Et c'est également présent, hein, son image et son rapport à son image sociale est aussi discuté dans le livre. Mais pour autant, à de nombreux moments, on est dans l'atelier et on est dans le comment on fait, quoi, comment il s'y colle. Je pense à ce passage sur les fusils, notamment, qui est raconté par un témoin extérieur, et on a toutes les étapes du tir, parce que lui, du coup, c'est un œil extérieur qui regarde, et on a toutes les étapes de cette drôle d'expérimentation, c'est comme un candide. Donc là, je parle de Trencadis, pardon, je l'ai parodie là. Je suis revenu vers Caroline pour parler de Nikita Safal et Trencadis, et vous posez cette même question-là, c'est-à-dire que dans le kaléidoscope que vous entreprenez, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire évidemment une artiste comme Nikita Safal qui a fait des images est une image mythique, ok, mais il y a aussi un intérêt, me semble-t-il, vraiment au premier degré, celui dont Marie parlait, d'essayer d'arpenter cette matière-là, d'essayer d'être avec ce comment on fait. Je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais en fait, j'avais envie de rebondir sur ce que Marie disait tout à l'heure, le fait qu'elle ne voyait pas ces personnages, qu'elle ne les entendait pas. Et souvent, c'est vrai que quand on lit des interviews d'écrivains, on a l'impression voilà, qu'ils ont des images extrêmement précises dans la tête. Et moi, je me suis rendu compte que c'était exactement comme vous, Marie. Je ne les voyais pas, je ne les entendais pas. Mais en revanche, c'est difficile à exprimer, mais j'ai l'impression de les habiter avec mon corps. En fait, quand j'écris, souvent je ferme les yeux et je vais recommencer le mouvement que je veux décrire, je vais les recommencer plusieurs fois. Je vais le tracer dans les airs, je ne sais pas. Tout à l'heure, on parlait de la cigarette. Je faisais ce mouvement-là, en fait, pour essayer de l'habiter. Ah oui. Et, je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne. On voit le geste. Ils sont tous à l'intérieur, c'est tous des petites parties de nous, quoi. Voilà. Et donc, la création, en fait, la sculpture, j'ai voulu l'habiter comme ça. Voilà, quand elle a commencé à faire ses nanas, voilà, comment est-ce que ça se passait à l'intérieur d'elle, quelle était la frénésie qui l'habitait. Et puis, il y a aussi le rapport à l'espace aussi. Les sculptures changent à mesure qu'elle déménage. Et puis, voilà. Et pareil, par exemple, pour le jardin des tarots, j'aurais pu, par exemple, me contenter d'écrire des sculptures en fait de l'extérieur, mais c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire. Elle a habité le jardin des tarots à la fois littéralement et symboliquement, et je voulais moi habiter avec elle à l'intérieur et décrire en fait toutes les émotions qu'il avait submergées à ce moment-là, toutes les exaltations, toutes les déceptions, les retards de chantier, etc. Et je voulais vraiment, vraiment habiter cette partie de l'œuvre de l'intérieur, en fait. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Si, bien sûr. Si, bien sûr. Et vous avez parlé des nanas, et du coup, il y a quelque chose qui revient, il y a un motif qui revient plusieurs fois dans le livre, c'est ce rapport qu'elle construit de la courbe contre la ligne droite. J'ai plus la citation exacte, mais la ligne droite qui serait l'ordre, qui serait aussi masculin, qui serait aussi les formes de domination. Donc on y revient, et ça fait le lien à cet endroit-là, hein, à la fois sur son projet artistique et aussi, je crois, sur ce que c'est que d'exister en tant qu'artiste femme, me semble-t-il. Donc déjà, j'aimerais bien que vous nous répondiez là-dessus, mais de là ensuite, on est tous chez nous et on voit parfois des regards. Pour l'instant, moi, j'ai aussi une oreille j'espère ne pas avoir une éruption, mais voilà, c'est tout l'intérêt de ces Zooms, il y a aussi ce live-là. Donc, j'oublie pas ma question. Cette question de la courbe et de la ligne, hein, qui est à la fois une question artistique, technique, voilà, mais derrière théorique, et qui pointe aussi, et vos deux complices me voient venir, un certain rapport au masculin qui n'est pas absent dans le livre. Mais j'aimerais d'abord vous poser cette question-là, parce que c'est un motif qui revient plusieurs fois. Alors, je ne les ai pas comptés, mais volontairement, il est récurrent, il y est refait mention. Vers la fin notamment. Au niveau de la courbe et la ligne droite, vous voulez dire? Oui, mais voilà, ça c'est des citations que j'ai, c'est de véritables citations que j'ai insérées dans le roman.
Oui, l'angle droit, c'était le masculin, ça lui faisait peur. Et d'ailleurs, juste avant qu'elle se fasse interner à l'hôpital psychiatrique à Nice, elle collectionnait justement les objets tranchants, les objets droits. Donc, ça veut vraiment dire quelque chose. Et le fait que toutes ses œuvres s'inscrivent dans la courbe et dans le rond, on voit à quel point elle a besoin d'être rassurée, d'affirmer sa féminité, d'affirmer sa maternité, d'être entourée. Je pense que oui, ça doit tenir à ça. Et effectivement, c'est un motif que j'ai voulu récurrent. Et d'ailleurs, le livre, le texte, en fait, emprunte cette forme circulaire, puisque ça s'ouvre, on en a parlé tout à l'heure, sur une conversation d'enfant. Et j'ai voulu que ça se ferme sur une conversation d'enfant aussi, pour cet effet circulaire. Et j'avais une question qui m'était venue pendant que je vous écoutais, puis là j'étais dans la forme circulaire en train de la revoir. Moi j'ai une idée, hein, j'ai toujours quelque chose, si vous avez un trou là où je suis là. Oui. Allons-y, Marie. Je suis d'abord là pour vous faire parler. Non, parce que là j'avais pris j'aimerais bien lire un petit extrait de Térébenthine. Ouais, ça va faire lire. Mais, bien sûr. Mais, allons-y. Bien qu'on continue à parler de ce livre. Et qui parle justement du passage de l'image au verbe, de l'image au mot, de cette transformation du peintre, de la peintre en écrivaine. Au début, ce sont des mots peints sur la toile, des fragments, des phrases entendues ici ou là. Ils viennent accompagner les images. Leur sens compte peu, il disparaît derrière leur valeur plastique, leur lettrage. Tu joues sur leur lisibilité, dessinant certaines lettres en effaçant d'autres. C'est un texte indéchiffrable, un texte en suspens. Tu traites les mots comme les images, en transparence. La peinture laisse passer la lumière. Elle n'est pas cet écran qui ne renvoie qu'à lui-même. La peinture irradie. Et les mots petit à petit viennent s'inscrire dans ces glacis, ces coulures, ces fragilités. Et puis les mots envahissent l'espace, prennent la place des figures, des corps, des mouvements. Les mots prolifèrent jusqu'à envahir la totalité de la toile. Tes peintures deviennent des lignes, des pages. Tu écris, je serai peintre à la ligne, je serai peintre à la ligne. Tu le copies 100 fois, je serai peintre, je serai peintre, je serai peintre, comme une injonction, un serment. Et plus tu écris, je serai peintre, plus tu deviens écrivain. Le sens s'installe, les paragraphes en découlent et la figure devient roman. Merci. J'ai super bien lu là. C'est agréable, hein. C'est ce que j'étais en train de me dire avec le métier effectivement du théâtre, de la ligne, des fois comment c'est écrit quoi. Voilà. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça sert le texte, quoi. Merci, c'est-à-dire que ça permet de le faire vraiment entendre très clairement. Ce passage c'est quand même assez touchant, quoi. Ce passage du mot écrit, du mot plastique. Et je pense que c'est très présent dans le livre de Caroline aussi, puisqu'il est allé jusqu'à mettre en scène les mots sur la page. C'est très intéressant ce transfert du plastique au sens et à l'abstrait. Alors moi, dans mon roman, je suis totalement dans l'abstraction, hein, parce que justement, j'ai voulu construire un roman où on ne voit pas les mots, quoi. C'est le roman où on rentre à l'intérieur, mais le roman avec tout ce qu'il faut, les personnages, la description des choses, le temps, les sentiments, etc. J'ai vraiment pris un peu le contrepoint de ce que j'ai pu faire dans d'autres textes. Exactement. Pour faire pleinement confiance au roman et au romanesque, comme on peut faire pleinement confiance au figuratif, à la figure et à la peinture. Voilà. L'important pour moi est en plus c'est le retour du roman. Après le retour de la peinture. Moi, quand j'ai commencé à écrire des romans, je ne sais plus qui, j'ai entendu la mort du roman. Mais moi, c'était avant moi, ça, c'est fini le roman. Mais même moi, je ne savais pas parce que je n'ai pas fait d'études de lettres, donc je ne savais pas que c'était fini. Et puis alors on me disait, ce qui est bien, c'est ta confiance dans le roman, tu oses raconter des histoires. Je sais pas. On m'avait pas dit quoi que c'était fini le roman. Et puis après, bon, je l'ai appris et j'ai compris que c'était fini, mais bon, j'étais engagée dans le roman, donc j'ai continué le roman. Puis à côté, j'ai fait d'autres choses. Mais ce passage comme ça de l'art plastique, de la toile, et avec le mot qui s'inscrit, ça m'a beaucoup touchée. Et parce que quand même, là, on parle, mais il y a quand même question d'émotion, de sensibilité, de couleur. Quand on voit dans Térébenthine, tu racontes la première émotion à New York devant un Rothko.
ces couleurs, ce truc, tu vois des couleurs, tu pleures. C'est pas la peinture, ça, c'est juste la beauté. Ça peut être avec une installation, ça peut être avec un monochrome de Marshall à Philippe, ça peut être avec, je prends d'autres références, comme ça je vais pas faire les références des hommes. Ça peut être cette chose, ça peut être une performance, cette émotion d'une couleur, et voilà, et tout d'un coup d'un mot. C'est l'art, c'est sûr. Ouais. Il y a aussi un autre rapport, alors il y a l'interview qu'on a eue tout à l'heure où j'ai volontairement, un peu comme Florence Bucci, parlé de l'aspect plus classique dans son récit de ce livre de Carole par rapport au précédent. Et là, on commence à venir à un endroit où justement, il y a, ça pourrait être presque conceptuel, mais je trouve ça très très beau, parce que ça me fait penser à la boucle qu'évoquait Caroline, hein, sur la structure. Il y a quelque chose d'assez magique qui se passe pour un lecteur ou une lectrice, et d'assez ludique, mais d'assez beau à cet endroit-là, sur l'aspect performatif, hein, du Je serai écrivain. Ce qui commence à s'écrire, c'est quelque chose que nous avons déjà lu au début du livre. Et il y a à ce moment-là une figure de mise en abîme qui pourrait être quelque chose de très théorique et qui est assez... Enfin, qui est vertigineux, mais très beau aussi. Il est simple, vertigineux, simple, pas prise de tête. C'est-à-dire qui est un jeu fort, voilà, qui est un jeu formel tellement utile sensoriellement, enfin en tout cas pour un lecteur ou une lectrice. Je le redis aussi parce que quand on a parlé de l'aspect plus classique, ce serait un peu voilà, celui-là, comme il est vers la fin, j'en parle maintenant presque à la fin de nos discussions, qui ne sont pas encore finies, parce qu'il y a une question qui sous-tend et qui est... Mais c'est bien qu'on ne l'aborde pas en premier lieu, parce que ça pourrait faire un débat réducteur sur ce que sont vos livres et leur part déjà émotionnelle, le plaisir qu'on prend à les lire, je le redis. Il y a un point commun qui apparaît dans les 3 livres, c'est que les narratrices, les personnages principaux, ont été agressés sexuellement à un moment de leur existence, et c'est raconté à un moment différent du livre, hein, dans les 2 cas, mais c'est le cas pour Frédérica, mais on se rend compte aussi plus discrètement pour Nora, dans le livre de Marie. C'est le cas à un moment, c'est une des péripéties de formation de la narratrice du livre de Carole aux Beaux-Arts, hein, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est un prof qui profite du doublement dominant d'être un prof, d'être un artiste, d'être un enseignant et donc d'être plus âgé également, et qui en profite. Évidemment, c'est fondateur chez Niki de Saint-Phal, et c'est là... au début du livre, puisque ça se passe tragiquement assez tôt, mais le livre raconte aussi comment elle met toute une vie d'artiste à parvenir à le dire. Et donc, cette question du dire, là, du fait que ces livres le disent et que leurs personnages fictifs prennent la parole à un moment et que ça a une importance au cœur du livre, me semble très significatif de quelque chose, hein, dont on a un peu évoqué, mais c'est-à-dire, d'une part... Mais oui, alors je vous arrête, c'est significatif de quelque chose, en effet. À quel point c'est présent et invisible. On a peut-être toutes traversé ça. Voilà. Enfin, je sais pas, je veux pas en tout cas, moi, j'ai traversé ça. Oui, c'est pas une mode qu'on vient de lancer. C'est juste que ça fait partie de notre... malheureusement, et encore aujourd'hui, moi, je suis la plus vieille là-dedans, et j'ai traversé ces mêmes horreurs. Ouais. Et alors, on traverse, voilà, il y a l'agression, le viol, la tentative de suicide, et puis si on survit, on peut faire une bonne grand-mère, quoi. Mais je veux dire, il faut quand même... voilà. Et c'est bien qu'on en parle, et les livres, c'est dans les livres, mais pas parce qu'on a envie d'en parler, de dénoncer, etc. C'est juste que c'est malheureusement inscrit dans nos corps et inscrit dans nos expériences. Et parfois, on arrive à survivre, et parfois non. Parfois, on arrive à en faire de l'art, et parfois, on arrive à en faire et à faire des familles et des enfants et à être heureux, et parfois non. Voilà. Complètement. Mais c'est, je sais pas, Caroline, je sais pas pourquoi le choix de Niki de Saint-Phal, c'est peut-être, on s'est pas posé la question non plus, pourquoi vous avez choisi ce personnage, cette personne. Cette problématique-là en fait partie, forcément. Voilà. Alors maintenant, on va tous se mettre à pleurer. Et oui, j'ai bien fait d'attendre. Non, mais je pense que la discussion elle est assez joyeuse. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis je ne veux pas démarrer par là, c'est pas le réduire, parce que c'est présent, c'est important. Et ce qui est important, c'est le pouvoir de révélation, c'est-à-dire que c'est pas un hasard si les livres
en parle. Mais je ne voudrais pas les réduire, hein, comme on l'a dit, à un effet de mode autour de MeToo. Non, Mais en fait, à minimiser c'est l'importance de cette parole-là aussi. dans nos- C'est logique que tout ça arrive en ce moment. Et c'est logique que ça non, c'est imprègne logique. la Ça littérature, arrive mais que la depuis- littérature ait une fonction là-dedans. Moi, ça arrive Marie. depuis mon premier livre, il y a ça. C'est-à-dire que ça traverse tous les livres. Ouais. Et ce qui est horrible, c'est qu'il faut, enfin, je veux dire, c'est 40 ans plus tard, 30 ans plus tard pour moi, que ça, pas que je le dis, mais que ça vient, que ça devient un sujet, quoi. Parce qu'avant, c'était... On le remarque plus Oh. maintenant, je pense, dans les Ouais, livres. Mais ouais. dans Une femme au téléphone, c'est pareil. Moi, la mère C'est était victime partout. d'inceste. Depuis le début. Non, mais c'est vraiment maintenant, vous aussi, Ganel, en tant que journaliste, vous mettez le doigt dessus, mais ça traverse beaucoup de romans depuis des dizaines d'années. Sauf qu'on est dans une époque aujourd'hui où on dit attention, on repère ça aussi plus dans le regard. Et puis on va espérer que ça va, voilà, que ça va un peu évoluer et que nos enfants, nos petits-enfants ne vont pas avoir ce genre de... Les hommes, aussi bien que les femmes, ne vont pas avoir ce genre de traumatisme, on va dire. Voilà. Mais tout à l'heure, Marie, vous m'interrogez savoir pourquoi je m'y étais intéressée. Et on évoque MeToo, on évoque la parole, mais justement, en fait, Niki de Saint-Phal, elle a l'art, ça a été, avait une visée vraiment thérapeutique, cathartique. Enfin, voilà, c'était un exutoire quand elle a fait ses tableaux de tir. Tout ce qui a trait aussi au bestiaire du serpent, du dragon, du monstre. En fait, c'est la figure du père qui est vraiment constitutive de son art. Voilà, c'est vraiment, ça s'est vraiment cristallisé là-dessus. Et j'ai même une fois un lecteur qui m'a demandé en fait si je pensais qu'elle aurait produit ou pas, ou produit autrement, si elle n'avait pas été violée par son propre père à 11 ans. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Mais donc, la figure paternelle, en fait, habite toute l'œuvre, mais en même temps, elle a quand même attendu d'avoir 64 ans pour le dire véritablement de façon claire et explicite. Donc, c'est long. Voilà. C'est le temps d'une vie, pratiquement. Ouais. Donc, voilà, c'est aussi ce qui m'a intéressé de montrer ça, de montrer à quel point voilà, il y a la culpabilité de la victime, la honte qu'elle peut ressentir, et puis voilà, on soit on tire sur la peinture, on fait saigner la peinture, soit on se fait sauter le caleçon. Enfin, voilà, il y avait un véritable dilemme. Et puis, bon, elle a réussi à rencontrer l'art et elle a réussi à sublimer tout ça. Mais voilà, ça sort, mais ça reste quand même. Ce que je trouvais intéressant dans les trois livres de la même façon, c'est qu'on n'est pas en train d'être dans la position de victime. On est là avec des femmes qui ne sont pas des victimes, qui sont des combatives. Oui, combatives, généreuses, aimantes. Voilà. Et je crois que c'est bien comme on dit, de parler d'un endroit qui n'est pas l'endroit de la victime et de la plainte. Oui, tout à fait, oui. Là, on a une note quart d'heure, voilà, où les 10 minutes un peu pathos, mais en fait, en tout cas, moi, mon roman, c'est justement c'est ce monde d'après. Je reviens à ça, même s'il a été écrit avant. Mais j'avais vraiment envie de projeter quelque chose avec une famille, une relation, quelque chose d'ouvert, etc. Oui, il y a eu ça, mais on invente, on est ensemble. C'est pas pour ça qu'on est fermé. Je veux dire, on continue à vivre, on continue à... Il y a une reconstruction, voilà, c'est ça qui est important. Oui, et puis, la reconstruction du tout. Voilà, c'est encore après. C'est-à-dire donner d'autres référents. Là, on revient à la discussion avec Annalée sur les références picturales. Et ben, là aussi, c'est donner d'autres romans, d'autres histoires dans les romans. Donner d'autres identifications aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Dans les personnages des romans, si le roman peut avoir ce rôle-là. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les séries de télé. On voit comme dans 10%, par exemple, ce couple de femmes est complètement naturel, quoi. Enfin, pour moi, je sais pas, c'est comme ça, c'est comme c'est aujourd'hui. Mais la littérature, elle freine beaucoup par rapport à ça. Et il y a peu de moments où enfin, moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire un roman où tout était totalement naturel par rapport à ça. Il y a eu des choses qui sont passées dans le passé, on peut les raconter, etc. Mais on est ailleurs, on cherche quelque chose d'autre. On n'est pas dans le trauma et dans la reconstruction et dans le machin. On est dans la construction, quoi, quand même.
Parce qu'il y a quand même aussi il y a quand même un temps de la parole qui est pour certaines femmes aujourd'hui en France et ailleurs, qui est quand même important, qui est aussi le temps du récit de cette parole-là, qui est quand même le temps de la vie. On ne peut pas passer trop vite non plus, je pense, à l'étape d'après, même si c'est super de savoir où on va et qui est des modèles d'héroïnes comme Niki Saint-Fan, comme toutes ces femmes artistes qui, déjà depuis 50, 100 ans, sont l'endroit vers lequel il faut regarder. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi cette parole aussi, je pense, qui est importante aussi pour les jeunes filles qui aujourd'hui encore sont victimes. Enfin, pas forcément aller trop vite non plus, parce qu'on est juste en train de prendre conscience de tout ça. Il faut aussi que cette parole puisse se dire dans toute son... Mais moi, j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on le fait. J'ai la crame, quoi. Il y a toujours les mecs qui te On n'est pas au même endroit. Non, mais c'est ça. T'as raison. C'est que ça fait tellement longtemps et qu'on disait la même chose il y a 20 ans. Oui, là, heureusement, ça sent plus, quoi. Mais il y a tellement... Voilà, je pense qu'il faut intéressant inventer d'autres façons. Ce moment où ça s'est moins dit et où ça revient, et pourquoi ça s'est moins dit, pourquoi ça revient. Je sais pas. C'est intéressant aussi. En tout cas, au niveau romanesque, ça vient de créer des nouveaux des personnages qui ne soient pas des victimes. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, qui ne se posent pas comme des victimes. Voilà. Donc, même si c'est pas un même personnage, il y a tellement de choses. Guénaël, Benaï, il a perdu. Il a perdu. Mais non, je ne pratique pas comment ça s'appelle, le manspreading ou le. Voilà, je laisse les femmes que j'écoute finir leurs phrases, autant de phrases qu'il y ait. Mais avec plaisir d'ailleurs. J'ai une question qui me vient depuis tout à l'heure. Alors, on s'approche de la fin de toute façon, et puis je ne veux pas non plus du coup couper la parole aux questions qui viendraient du public. Donc, n'hésitez pas à passer par exemple par le chat pour nous donner une sorte d'avant-coureur, et puis moi je passe la parole ensuite. J'en ai quand même une qui me vient. Qui me semble intéressante parce que même dans le modèle patriarcal dans lequel navigue Niki au début des années 50, et sans doute encore à ce moment-là, mais je pense aussi aux attitudes de Simon sur la fin du livre de Marie, par exemple, ou à la présence de Luc dans le livre de Carole. Il ne sauve pas le reste du troupeau, on est bien d'accord. Il y a la nécessité de quelques hommes bienveillants ou complices. C'est-à-dire que la façon dont on porte Harry Matthews à un moment, c'est vraiment dit au moment où elle y est pas, où elle commence à peindre notamment, alors que c'est lui qui est en position d'artiste et d'écrivain. Il a cette... alors je me perdrai à chercher la citation, mais c'est très explicitement dit. Il a cette bienveillance-là, lui, de lui dire tu peux de permettre et d'autoriser, et il y en a peu pour faire ça. C'est-à-dire qu'au moment où la domination est encore si forte, il a fallu quelques hommes, et il en faut parfois qui, depuis encore une fois, qui ne sauvent pas le reste du propos, on s'entend bien. Là-dessus, je ne suis pas en train d'amender le genre masculin dans son ensemble. Non, mais c'est pas mais tout de même, c'est important. Enfin, c'est une sorte de complice dans cette passation-là pour échapper à des schémas de domination. Ce qu'on disait, c'est que chez les femmes, il peut y avoir aussi un sexisme incroyable qui est présent dans Terebentine, puisqu'on voit que la prof d'art plastique, Vera Mornay, est totalement. C'est une prof atroce. Et c'est pas forcément qu'une question de genre, c'est aussi une question d'avoir intégré ce sexisme ou pas et de le ressortir à sa façon. Donc c'est vraiment une question de position de chacun par rapport à cette histoire qu'on a tous, mais c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on va forcément être féministe. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pareil. Enfin, dans mon roman, en tout cas, c'est comme ça. La figure de l'homme n'est pas du tout écrasante. Ni écrasante. Elle est tout à fait bienveillante. C'est un type qui a traversé des trucs difficiles aussi. Enfin bon, on ne le connaît pas, mais puisque c'est la femme qui parle. Mais il n'y a pas de caricature, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Qu'on ait toutes traversé, beaucoup d'entre nous aient traversé des choses difficiles à cause du pouvoir que certains hommes ont pris, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Et en effet, il y a aussi des héros positifs, et il y a aussi et des femmes épouvantables, comme dans le roman de Carole, cette prof. Voilà, c'est une question de pouvoir, de prise de pouvoir. Il y a intégré aussi par les femmes. Je veux dire, il n'est pas intégré que par les hommes. On a tout intégré aussi l'inégalité. Parce que donc, tout le ressortir de façon à un moment donné aussi. Parce que donc Caroline, Harry, qui est Harry Matthews, le premier mari de Niki Saint-Phal, qui est un auteur américain qui a fait partie de l'Oulipo en France, qui est mort il y a
3 ou 4 ans, c'est pas très vieux, a quand même cette position-là, alors qu'il n'y est pas obligé. C'est-à-dire qu'il quand même, concrètement, il s'occupe des enfants par moment alors qu'elle n'a pas envie. Donc, il y a un début voilà, un début de renversement de la position. Et je trouvais ça intéressant, d'autant plus qu'il est vraiment dans la figure d'être l'homme écrivain. On a dit ce qu'on a déjà dit sur ce que représente en plus l'écriture en France, enfin voilà, la littérature, l'écrivain. Hein. Voilà. On pourrait faire longtemps, mais il m'a semblé intéressant à cet endroit-là aussi, comme personnage. Oui, Nikita Fall était très ambiguë par rapport à ça parce elle pouvait se montrer ultra féminine. Elle aimait arborer des talons aiguilles, des robes fendues, etc. Et puis elle avait aussi ce discours très sexiste aussi de dire, ben voilà, les hommes, vous les prenez, vous les écrabouillez. Ça, c'est quelque chose qu'elle a véritablement prononcé. Et en même temps, elle a beaucoup travaillé avec les hommes et elle a eu cette chance en fait de rencontrer les deux hommes, on va dire les deux hommes de sa vie, même si elle a eu beaucoup d'amants, donc notamment Harry Matthews, qui était finalement une figure du père moderne, parce que oui, il s'est occupé des enfants, il faisait a priori, il faisait la cuisine, il s'est occupé des tâches ménagères, alors qu'effectivement, il n'avait pas à le faire sachant en fait les habitudes de cette époque-là. Et puis, on peut parler aussi de John Tinguely, même si en fait, ça c'était drôle aussi parce qu'ils affichaient tous les deux leur dualité, c'est-à-dire qu'elle jouait en fait les mondaines ultra féminines, tandis que lui jouait les hommes virils, prolétaires avec l'exagération. Mais voilà, ils étaient prêts à toutes les extravagances quand ils étaient en public. Pourquoi? Parce que quand ils travaillaient ensemble, il n'y avait aucun rapport de domination entre les deux. Il y a une véritable égalité. Il n'y en a aucun qui était dans l'obscurité plus que l'autre. Donc oui, ce compagnonnage, il se basait vraiment sur une égalité. Et ça, la manière en fait dont ils parlaient l'un de l'autre, Niki de Saint-Phal disait que voilà, Jean c'était son rival. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours aussi dans la surenchère des projets. Et voilà, moi je fais ça et puis toi tu fais ça. Moi je fais le cyclope, moi je fais le jardin des tarots. Donc il y avait voilà cette espèce d'émulation en fait qui ne peut exister que chez des gens qui sont sur un pied d'égalité. Et donc elle a eu cette chance-là, mais elle reste très très ambiguë dans sa position par rapport aux hommes, ce qui est compréhensible. Vous avez dit quelque chose de vraiment intéressant. Là, vous avez dit il n'y en avait pas un qui était dans l'obscurité plus que l'autre. Ouais. Ah là, tout d'un coup, c'est déjà une façon de formuler les choses intéressantes. Vous n'avez pas dit il y en avait un qui était plus dans la lumière. Vous avez dit j'ai parlé comme une fille. Non, mais voilà, c'est intéressant ça, cette expression. Hein, il n'y en avait pas un qui était dans l'obscurité. Ça veut dire il n'y en avait pas un qui était dans l'ombre de l'autre, en fait. Oui. C'est joli de le renverser comme ça. J'attends les questions du public en même temps et je vous laisse aussi du coup public d'entre vous pour pas monopoliser. Mais là, on pâtit aussi des interfaces. Les gens n'osent pas, il y a ces histoires de micro. Un public de choix, hein, j'ai vu passer des noms. Oui. Qu'il ou elle n'hésite pas à nous le dire, soit par le chat, soit en ouvrant un micro. Mais parce qu'il nous reste encore quelques minutes, mais finalement assez peu. On doit finir à 18h et on n'avait pas vu le temps passer. En tout cas, pour ma part, il est déjà 17h52. La nuit est tombée. Oula et comme je vous le disais, les affaires domestiques m'assiègent. Donc, j'ai encore quelques minutes pour ma part. On n'a pas d'enfants, mais on a les voisins qui tapent de temps en temps derrière. C'est ça, voilà, mais là, ça tape aussi. Non, mais on a encore ces quelques minutes-là. Si je vois pas de questions arriver, je vais laisser je leur fais signe aussi. Du coup, je sais que la médiathèque de Saint-Étienne veut finir, et c'est bien normal, veut clore un moment le moment. Donc, je me signale à eux pour qu'on les revoie bientôt revenir en vidéo. Je vous remercie toutes les trois d'avoir été complices, même à distance, en étant deux à vous connaître et l'une qui ne vous connaît pas encore. Il y avait de l'écoute. C'est donc quelque chose de très agréable. Merci. J'espère que ça fera fleurir des choses pour les prochaines performances. Marie-France est en train de travailler sur l'épisode Tu as trop bu Patrick. Ah, génial. Vous pouvez retrouver Tu as trop bu Patrick. Il y a des extraits qui sont visibles sur Vimeo. On n'a jamais fait le. Vous l'avez pas fait? Parce que moi, j'ai vu. Ouais. Ah oui? Un prochain livre va apparaître bientôt. C'était un lien privé. Des sœurs Martin qui s'appellera Patrick. Voilà. Patrick 13, pas mollet. Patrick 13.
On voit que Marie-France va peut-être réagir parce que ça s'allume. Je ne vois pas son visage, Alors, mais ça s'allume. Ah, c'est Zoom je qui ne nous peux parle. pas me mettre en Vidéo. Attends, je coupe mon On micro. arrêtera en janvier, c'est ça? Ah, ok. Ah, j'arrive pas à me mettre en visible. On Mais vous a avec un écho magnifique. moi, j'aimerais On vous couper mon entend. micro en dessous. C'est ce que j'essaye. J'arrive pas. Vous voulez pas le couper? Oui, il peut rien faire. Non. Bon, bah. On vous écoute, Marie-France. C'est moi, mais pourquoi j'arrive pas? Bon, enfin, pendant que vous peut-être résolvez les problèmes techniques, ces deux femmes que vous voyez, Patricia et Marie, sont des performeuses formidables avec qui j'ai eu la chance de faire un des épisodes du Patrick à Bordeaux. Donc lecture, et on a beaucoup parlé de la figure et du portrait justement et de la représentation pendant ces 3 heures totalement déjantées et auquel j'ai beaucoup repensé parce qu'il se trouve que j'ai écrit quelque chose, je passe pas là-dessus, mais enfin j'ai commencé à écrire des choses sur la performance. Voilà, vous avez trouvé techniquement, vous êtes là? Ok, je laisse la parole. Qu'est-ce que tu disais, Marie? Oui, elles sont frères, elles sont sœurs. Ah, d'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu as dit, Marie. J'ai essayé de faire un résumé, de dire qu'on avait fait une perf ensemble et je meublais. Voilà. J'ai fait mon Genaël, j'ai meublé. Ah, elles sont à côté. On parlera C'est après. déjà une performance, c'est fascinant comme vous Ça, êtes on a une beaucoup de performance. jumelles, vous passez d'un zoom à l'autre, on a déjà Après, les Sœurs une Martin, petite... quand j'étais au Beaux-Arts, elles sont intervenues, elles ont fait des performances. Donc, Moi, je m'en rappelle elles font pas. partie du livre et de la rencontre. C'est En tout cas, incroyable. vous pouvez utiliser Zoom mise pour en en faire, à mon abîme. avis, il y a un truc. C'est une mise en abîme de dingue là. Ouais. Non, j'ai beaucoup pensé à vous et à ce que dit Patrick, et donc je suis contente que vous la poursuiviez, repreniez. Voilà. On reprend dans le livre, hein, pas... Ah, je crois que c'était en vrai. Non. Ah. Si, on en a fait une version sur notre ville natale à Sierre ensuite, où on est là. Et puis sinon, il est, voilà, il est une page. D'accord. Ah, très bien. Ah, bon, je vais lire ça alors. Oui, j'avais pas compris. Ok. Avec, C'est bientôt. Ah, génial. Travaillez bien les filles. avec ton dessin d'enfant. Ouais, avec la petite fille justement dont on a parlé quand j'ai parlé de Françoise Petrovitch. Ouais. Oui, tout à fait. Ah, génial, génial. Mais on peut poursuivre peut-être après Zoom, Gwenaëlle, avec les filles, ou bien elles sont prises peut-être avec... Normalement, on voit là. Je pense qu'on a, l'enregistrement du Zoom, etc. Mais vous pouvez continuer par divers moyens télématiques. Je pense que la technique saura vous aider. Je pense que le Zoom, il est de la médiathèque de Saint-Étienne et elle va devoir l'éteindre. Mais comme vous connaissez, vous pouvez échanger ensuite. Moi, j'irai voir en tout cas, mais déjà vous dire qu'effectivement, c'était déjà un petit bout de performance en Zoom de vous voir à un endroit puis à un autre, avec l'écho en plus. Enfin, il y avait des effets de son. Je ne peux qu'abonder sans faire trop long à ce que vous disiez sur la parole féminine. Enfin, j'ai dit que j'ai passé un moment agréable, plus qu'agréable, et très dense avec les livres. Et je redirais ça aussi, c'est-à-dire que l'année dernière à Saint-Étienne, on avait la chance d'avoir 2 hommes évolués, pas genrés, Arnaud Catherine et donc Victor Gestin, le primo-romancier. Et j'avais vécu ce truc-là qui est très agréable depuis l'endroit où je suis. Moi, quand j'anime des tables rondes, c'est qu'effectivement, c'est tellement agréable quand les gens que vous interrogez sont à ce point-là bienveillants. Et c'est effectivement parfois, je ne vais pas faire de généralité, mais moins le cas avec des hommes qui sont plus installés dans la figure de l'artiste, etc. Donc, dire que je peux hocher la tête à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et voilà, et redire surtout à toutes les trois, merci de votre complicité et de votre écoute. On est en plus dans un modèle auquel il faut s'habituer. Pour autant, moi, j'ai eu l'impression de vous avoir là, d'être ensemble. Donc, j'espère que ça a été le cas aussi pour le public. Et ça vient vraiment de la façon très intelligente et libérée que vous avez eu de parler. Donc, merci, bravo. Et je ne peux que réinciter à lire ces 3 livres que je vais montrer une dernière fois. Alors là, on ne le voit plus. Avec, comme j'ai allumé le lumière, Le Palais des Orties, Chérébenthine, avec mes 2 doigts devant, et
Trencadis. Vous avez toutes les références évidemment sur le site de la médiathèque également, qui fait très bien son travail de médiathèque, c'est-à-dire que les livres sont empruntables à Saint-Étienne pour celles et ceux qui sont à Saint-Étienne. Et pour le reste, je crois que, enfin, du moins j'espère que l'enregistrement de cette partie a réussi et que ce sera donc disponible par la suite sur le site. Je vais laisser la parole à la médiathèque, vous remerciant toutes les trois et remerciant celles et ceux qui nous ont écoutés. Et on se dit à bientôt. Et... À bientôt. Merci à la médiathèque d'avoir nous avoir permis de nous rencontrer et tous. Et merci à vous d'avoir tout lu et mis en lien. Merci. Ouais, merci à la médiathèque. On pense à Philippe Jeanjon aussi, le directeur de la médiathèque, qui n'est pas là, mais qui nous écoute peut-être. Et... Salut à lui. Voilà. Nous aussi, merci beaucoup. On pense beaucoup à lui. Merci Caroline. Merci, vraiment, vous remercie infiniment. On était ravis et très très heureux d'avoir pu maintenir cette rencontre comme ça par Zoom et de passer cet après-midi avec vous. C'était extrêmement riche. On a circulé avec vos mots, avec vos références. On a bougé. Il y a eu ce mouvement, cette construction et c'était absolument passionnant. Donc, mille merci. C'était un vrai bonheur. Et puis, merci à Guénaël d'avoir pu aussi animer dans ces conditions-là, ce qui n'est pas forcément évident, mais on s'est senti tout près de vous et c'était extrêmement plaisant et chaleureux. Donc, voilà. Je vous confirme que la technique a fonctionné pour cette deuxième partie. Donc, on aura un enregistrement qu'on mettra sur le site des médiathèques et puis qu'on vous transmettra. Et sur le site, vous pouvez aussi retrouver les lectures des 3 romans. Voilà. Et donc, on est ravis de pouvoir vous permettre de consulter ces lectures, cet enregistrement. Et encore une fois, mille merci. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.